Bien, bonsoir à tous. Bon, c'est ma dernière conférence ici. Voilà, j'en ferai pas d'autres. Et puis je serai pas là les prochaines fois. Donc je vous dis au revoir par la même occasion. Voilà. Alors ce soir, on doit traiter de la guerre des classes. Alors pour commencer, je vais commencer par le spécialiste, par Karl Marx, qui écrit ceci. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés. En opposition constante, on menait une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Une guerre qui finissait toujours, soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. C'est tiré du manifeste du Parti communiste, écrit à la fin 1847 et publié en 1848. Alors cette idée de lutte de classe, comme facteur explicatif de l'histoire, n'est pas l'invention de Marx. Marx dit d'ailleurs qu'il l'a emprunté aux historiens français, qui le précédaient immédiatement, et notamment à Augustin Thierry, à qui il attribue la paternité de la découverte de l'importance de la lutte de classe dans l'histoire. Alors ce que je voudrais faire ce soir, c'est prendre au sérieux cette idée, tout simplement. Mais ce ne sera plus une idée à la mode. Premièrement, montrant que la lutte de classe est bien une guerre dans laquelle les vainqueurs obligent les vaincus à payer un tribut. Deuxièmement, que c'est une guerre que les dominants n'hésitent jamais à utiliser, n'hésitent jamais à engager quand leurs privilèges sont menacés. Et troisièmement, que la forme moderne de cette guerre asymétrique, car celle que nous connaissons aujourd'hui, n'est pas moins violente et moins cruelle que par le passé. Voilà. Alors, tout d'abord, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire que la société est divisée en classes et montrer comment cette division en classes va avec la lutte de classe. Si je reprends les exemples de Marx, esclaves, hommes libres, etc., ces exemples sont assez clairs. Depuis qu'existe la division de la société en classes antagoniques, les classes dominantes ont asservi les classes dominées, les ont soumises à leurs caprices et ont utilisé tous les moyens possibles, imaginables et même inimaginables, pour maintenir leur domination. C'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, depuis quand existe cette division de la société en classes ? Évidemment, d'un point de vue historique, c'est à peu près impossible à dater. Pour que la division en classes antagonistes soit possible, il faut que le développement humain ait atteint un certain point. Il faut que la productivité du travail ait atteint un niveau suffisant pour qu'une partie de la société puisse suffire pour maintenir, entretenir la société tout entière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un surtravail qui puisse être dégagé par le travail humain. Et même plus, il faut que ce surtravail soit tel que même ceux qui ne font rien ont beaucoup plus que ceux qui travaillent. Donc ça suppose la division du travail, ça suppose la productivité du travail, ça suppose le progrès technique, voilà, qui se fait pour nous qui sommes des homo sapiens dans les 30, 40 000 dernières années, à peu près, peut-être avant. Bon, sachant que la technique, elle remonte dans le genre homo à au moins 1 200 000, 1 300 000 ans, et peut-être plus. Alors, comment c'est advenu tout ça ? Hegel résume cette histoire. Alors, il la résume par une fable philosophique, qu'il faut prendre pour une fable philosophique, évidemment, ce qu'on a appelé la dialectique du maître et de l'esclave. Enfin, c'est la terminologie consacrée, c'est une sorte de Pontosane de la classe de terminale. Et ça n'apparaît d'ailleurs pas sous ce nom dans les livres de Hegel. L'idée est assez simple. Le point de départ de l'histoire, c'est la guerre.
la confrontation dont l'enjeu, selon Hegel, est la reconnaissance. Et cette confrontation initiale, nous dit Hegel, c'est une lutte à mort. Une lutte à mort. Chacun doit montrer sa propre valeur, et pour montrer sa propre valeur, il faut montrer qu'on est capable de mettre sa vie en jeu. Celui qui n'a jamais mis sa vie en jeu, non seulement n'a pas montré sa propre valeur, mais ne connaît même pas sa propre valeur. Ça, c'est un problème compliqué. Hein. Donc c'est une lutte à mort. Problème, si dans cette lutte à mort, le vaincu meurt, ben, pas de chance, le vainqueur n'obtient pas cette reconnaissance qu'il cherche dans la lutte. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'être reconnu par un mort. Ben, donc à la fois, il faut être le vainqueur, et en même temps, il faut que le vaincu puisse dire « oui, tu m'as vaincu ». Alors, ce qui arrive, nous dit Hegel, c'est que le vaincu peut préférer la vie, une vie de servitude, à la mort. Et il peut ainsi se soumettre au vainqueur. Et c'est ainsi que s'institue ce rapport entre maîtrise et servitude, c'est le nom exact que prend cette affaire-là chez Hegel, ce rapport entre maîtrise et servitude, dont Hegel va montrer que c'est un rapport foncièrement instable et qu'en réalité, celui qui a vaincu n'est pas forcément celui qui vaincra en dernier recours, parce que ce qui va s'instituer, c'est une domination dans laquelle le maître vit selon son caprice, mais est incapable d'être réellement libre. Bon, je ne vais pas faire ici ce développement de Hegel, qui est très intéressant, mais il faut prendre ça comme une fable philosophique qui, au fond, correspond à notre histoire. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'histoire humaine, elle s'est vraisemblablement passée comme ça. Voilà. En tous les cas, nous avons de bonnes raisons de penser que les choses se sont passées un peu comme ça. Les groupes humains, pour autant que nous ayons des témoignages archéologiques, mais maintenant on a des témoignages qui remontent loin, les groupes humains s'affrontent violemment. La vie du bon sauvage, ce n'est pas une vie pacifique, c'est une vie de guerre. Alors pas forcément de guerre entre les individus d'un même groupe, mais de guerre entre les groupes. Et d'ailleurs, tous les témoignages que nous avons de populations qui sont restées à un état d'avancement extrêmement limité nous racontent la même chose. Hein. Voilà, nous commençons par la guerre. Les guerres préhistoriques, nous avons maintenant des témoignages archéologiques parce qu'on est capable de reconstituer des villages, dès qu'on a des villages un peu en matière solide, en pierre par exemple, c'est-à-dire il y a 15-20 000 ans et même un peu plus, on a des témoignages, on a des ossements, on a des gens dont on voit comment ils sont morts aussi. Hein, un crâne de quelqu'un qui est le crâne fondu par un coup de massue, ça ne ressemble pas à un crâne de gars qui est mort dans son lit. Donc on a des témoignages assez précis, et ces guerres préhistoriques de la vie de tous les paléontologues d'aujourd'hui étaient particulièrement meurtrières. On estime par exemple que beaucoup de ces guerres tuaient entre 40 et 50% d'une population. Voilà. Reprenez ce ratio et appliquez-le aux guerres modernes. Vous verrez que les guerres modernes sont nettement plus pacifiques. La dernière grande, elle a fait quoi? Un petit 50 millions de morts sur humanité à 1,5 milliard. C'est pas 50%, ça, on en est très loin. Bon, voilà. Donc c'était des guerres extrêmement meurtrières. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de prisonniers. Voilà pourquoi elles sont meurtrières. Et pourquoi on ne fait pas de prisonniers? Parce que vous faites des prisonniers, ça fera une bouche de plus à nourrir. Et tant que vous n'avez pas les moyens que ce prisonnier travaille pour vous, parce que la productivité du travail est trop faible, il a tout juste de quoi se nourrir lui, ben vous n'avez aucun intérêt à garder le prisonnier. Vous le tuez. Tout à fait logique. Alors on fait des prisonniers dans certains cas, quand il s'agit de remplacer des morceaux de la population. Vous avez eu 15 hommes de tués dans votre groupe, ben vous faites 15 prisonniers, vous dites maintenant tu fais partie de notre groupe. Ça se faisait beaucoup aussi pour le rapt des femmes et des enfants. Une société ne peut se reproduire si elle a des enfants, donc éventuellement, si on n'a pas des enfants, on va piquer ceux des autres. C'est des choses qui se faisaient assez couramment. Et là encore, les témoignages plus récents confirment ces hypothèses qui sont faites par les historiens de
la préhistoire. Voilà. Le seul mot d'ordre, c'est Vae Victis, malheur aux vaincus. Alors, à partir d'un certain stade, à partir du moment où se sont stabilisés les établissements humains, à partir du moment où on peut commencer à produire réellement plus que ce qu'on a besoin immédiatement, au contraire, on va commencer à faire des prisonniers. Parce que quand le travail est assez productif, un prisonnier, ça peut faire un excellent esclave. Et là, non seulement il va se nourrir lui-même, il va vous nourrir, vous, qui l'avez fait prisonnier. Et il est bien possible que les premières grandes structures sociales durables, ce qu'on appelle les premiers empires, bon, je ne sais pas si nous convient toujours bien d'attendre à projeter dans le passé nos propres façons de voir, sont fondées sur la réduction en esclavage d'autres populations. Il y a un mot sur lequel il faut réfléchir. En latin, c'est le mot hostis. Qu'est-ce que c'est qu'un hostis? Ben pour les latins, c'est deux choses à la fois. Un hostis, c'est un hôte, donc c'est quelqu'un qu'on accueille, et puis c'est un ennemi, hostilité. Voilà. Qu'est-ce que c'était que ces hôtes? Ben, c'est les gens qu'on a fait prisonniers, mais dont on savait qu'ils étaient des ennemis. Et c'est pourquoi toutes les sociétés anciennes, c'est particulièrement net dans la Grèce archaïque, séparent absolument radicalement les citoyens, par exemple athéniens, enfin de l'Attique, disons, et puis ces gens qui viennent travailler, pas de leur plein gré, pour eux. Voilà. Bon, ces cités guerrières, pensons à ce qu'étaient Rome et Athènes. Alors, évidemment, on les présente, c'est la racine de notre civilisation, donc on a toujours un regard ému sur Rome et sur Athènes. Et puis, nous louons grandement leurs œuvres, mais ce sont ces sociétés qui se sont construites par la rapine. Rome, c'est quoi? C'est un petit village qui grossit parce qu'il fait la guerre à tout le monde. On voit l'enlèvement des Sabines, par exemple. Ils n'ont pas assez de femmes. Bon, bah, vont piquer toutes les femmes d'à côté. Bon, ce qui fait qu'ensuite, ils nouent une alliance et puis vont commencer à grossir. Mais c'est que ça. Et Rome fonctionne sur la conquête. Et Rome ne peut pas rester stable. Rome continue à conquérir tout le temps, jusqu'à conquérir le monde. Voilà. Athènes, c'était pareil. Simplement, ça s'est arrêté plus tôt. Mais Athènes était une cité impériale. Les Athéniens avaient réduit en servitude toute une série d'autres cités grecques qui leur payaient un tribut tous les ans. Ils étaient pour la liberté chez eux, mais pas pour la liberté des autres. C'est la liberté de la race des seigneurs, ça. Non. Alors, on n'a pas vu de choses comme ça, par exemple, chez les Amérindiens d'Amérique du Nord. On n'a pas vu de construction de grands empires comme ça. Et l'esclavage y est resté toujours relativement limité. C'est pas vrai de l'Amérique du Sud, d'ailleurs. Bon. Alors, quelles sont les conditions pour que cette théorie que j'ai esquissée rapidement fonctionne? Premièrement, il faut une division du travail suffisamment développée pour que ça marche. Donc, il faut qu'il y ait des paysans d'un côté, des artisans de l'autre, des commerçants. Il faut qu'on puisse commencer à produire de façon plus efficace. Sinon, vos esclaves ne servent à rien. Et ce que l'esclavage va venir faire, c'est donner un coup d'accélérateur à cette division du travail. Et donc, l'esclavage, ce n'est pas simplement des rapports maître-esclave, parce qu'il arrive aussi que ce sont les membres du même groupe, réduits à une condition misérable, qui deviennent les esclaves. Par exemple, à Athènes, avant les lois de Solon, les Athéniens pouvaient se vendre eux-mêmes comme esclaves pour payer leurs dettes. Et Solon abolit les dettes et abolit l'esclavage pour dette. C'est une grande révolution, la révolution de Solon. Et c'est pour ça que c'est l'un des 7 sages de la Grèce antique et peut-être l'inventeur de l'Athènes républicaine que nous connaissons. Et vous voyez, ce rapport d'esclavage est un rapport extrêmement puissant dans ces sociétés. Bon. Alors, je vais ajouter qu'il ne faut pas faire d'angélisme, donc je l'ai dit sur les sociétés primitives. Les sociétés primitives étaient des sociétés extrêmement violentes, qui ne réagissaient pas du tout avec nos critères moraux à nous. C'est Freud qui dit quelque part, il dit « Nous descendons de générations de meurtriers ». Nous descendons de générations de meurtriers. Alors, sans aucun doute, l'homme est un animal social,
Et Hobbes a tort de faire de l'état de nature la guerre de chacun contre chacun. Mais l'état de nature, c'est sûrement la guerre des tribus contre les tribus. Et c'est cette guerre qui semble bien la condition première de l'homme dans l'histoire humaine. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que tous les mythes fondateurs, rapportent ce genre d'histoire. Caïn et Abel, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Caïn et Abel, c'est ça. C'est cette lutte primaire de l'homme contre l'homme. Puis alors on trouve ça dans Mahabharata, etc., etc. Voilà. Et puis encore une fois, on a des témoignages qui prouvent que même des sociétés sans propriété privée, sans agriculture, sans exploitation, à vrai dire, connaissaient déjà des différences de statut social. Dans un petit livre intitulé « L'homme et l'inégalité, l'invention de la hiérarchie dans la préhistoire », qui a été publié aux éditions du CNRS, Brian Hayden donne une synthèse de la question de l'inégalité. Il s'appuie non pas sur des raisons théoriques, mais sur des documents archéologiques et ethnologiques. Et alors qu'on associait couramment, mais ça a été la thèse défendue par les marxistes, mais pas par eux, on associait couramment l'inégalité avec la sédentarisation et la révolution néolithique. Hayden, lui, montre qu'on peut remonter beaucoup plus loin. Ce qui veut dire que c'est un statut bien plus originaire, peut-être. Beaucoup plus loin en arrière. Il montre l'existence d'une importante stratification perceptible dès le paléolithique moyen, c'est-à-dire 30 000 ans, chez des groupes de chasseurs-cueilleurs. Donc là, ce n'est pas le premier qui enclos un terrain et trouva des gens stupides pour le croire et le véritable inventeur de la société civile, comme dit Rousseau dans le discours sur l'inégalité. C'est bien avant qu'on ait inventé la société civile, pour tout dire. Alors on voit ça par les tombes, par exemple. On dit par exemple que ce qui fait l'humanité, c'est d'enterrer les morts. C'est vite dit. On enterre les morts puissants. Les autres, on n'a pas de traces. On voit des gens enterrés avec tous leurs objets, leurs bijoux, etc. Et puis les autres membres du groupe, où ils sont? Le fait d'enterrer tous les morts, ça c'est très récent, c'est pas l'histoire de l'humanité. Partie aussi des préjugés sur l'histoire de l'humanité dont on doit essayer de se défaire aujourd'hui. Voilà. Donc, il dit, même dans des groupes très restreints, où le surplus alimentaire est très faible, mais où on peut se marquer par des bijoux, par exemple, par toutes sortes d'objets qu'on fabrique, eh bien, on voit apparaître une stratification sociale et on voit apparaître des chefs qui se distinguent du reste du groupe. Et par la même occasion, d'ailleurs, Hayden réfute les interprétations de l'origine de l'inégalité en termes de pression démographique. Il réfute également les interprétations fonctionnalistes. On pensait que l'inégalité était née parce qu'au fond, l'inégalité profite au groupe. Si le groupe est stratifié, en fait, il sera plus productif. Donc tout le monde va en bénéficier. Alors ça, c'est typiquement une projection sur l'Antiquité de l'idéologie bourgeoise moderne. Bon, c'est la théorie du ruissellement avant coup. Voilà, la richesse des chefs ruisselait sur le reste du groupe. Vous voyez, cette histoire du ruissellement, ça m'a l'air assez antique comme théorie. Bon, voilà. L'idée de Hayden, c'est qu'il faut partir d'une interprétation politique de l'origine de l'inégalité. Il dit certains individus auraient la capacité d'imposer politiquement, c'est-à-dire par la capacité de convaincre et de tromper, la politique c'est ça, convaincre et tromper, leur propre supériorité. Et ils imposent un système social que Hayden appelle transégalitaire, c'est-à-dire pas complètement inégalitaire, parce que les inégalités de fortune étaient absolument ridicules, mais c'était déjà plus l'égalité. Ces individus, Hayden les définit comme des triple A, vous savez, comme la notation des banques. Triple A, ils sont avides, agressifs et accumulateurs. Soit dit en passant, qu'est-ce que vise à former aujourd'hui notre système d'enseignement supérieur? Il vise à former des triple A. Mettez les pieds dans une école de commerce, vous verrez. Ce qu'on cherche à faire, c'est des triple A. Agressifs, avides, accumulateurs. Et c'est l'idéal social, d'ailleurs, qui est répandu partout. Triple A. Bon. Voilà.
Alors, tant que le groupe est confiné dans des conditions de survie immédiate, sans aucun surplus, les AAA ne peuvent pas s'imposer durablement. Ils ne peuvent pas transformer leur domination temporaire en une domination de classe stable. Pourquoi? Parce que, généralement, ça dure qu'un moment. Ceux qui sont morts enterrés avec le bijou sont peut-être pas morts de mort naturelle. On les enterre, puis on leur met leurs bijoux avec, pour pas qu'ils reviennent nous embêter. Et ça veut dire qu'on les a peut-être tués. Parce qu'il n'y a aucune raison d'admettre ça dans ce genre de société. Et donc, le pouvoir de nos grands chefs devait être extrêmement instable, extrêmement fragile. Bon. Voilà. Alors, dès que la nourriture, au contraire, est devenue abondante, eh bien, ces AAA peuvent faire valoir leur point de vue, leurs intérêts, et enclencher un mécanisme d'accumulation dans lequel nous sommes encore. Et Hayden fait cette hypothèse que je vous livre, parce que je la trouve excellente. Il dit qu'en fait, 90% des problèmes graves de l'humanité auraient ainsi été causés par 10% des individus. Alors, je ne sais pas si cette statistique est complètement juste, peut-être c'est 95% par 5%. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien de l'instauration d'un rapport de domination qui va être au début de l'histoire humaine et qui s'accompagne de la violence physique, mais aussi de la violence dans un sens plus large, si on appelle violence, tout ce qui contraint un individu à aller contre lui-même. Alors, de cette première société inégalitaire, va pouvoir se développer la guerre de conquête, qui va constituer des grands empires, et cette guerre de conquête, elle a une double fonction, s'assurer le contrôle des richesses des autres, leur faire payer le tribut. Athènes, c'était devenu des spécialistes de ça. C'est pour ça que quand les Romains sont rentrés à Athènes, il n'y a pas grand monde qui est venu les secourir. Et deuxièmement, donner une issue à la question sociale. Pour donner satisfaction à la plèbe, par exemple, à Rome, la plèbe qui se faisait valoir ses intérêts, eh bien, les classes dirigeantes romaines avaient trouvé un excellent truc, c'était de redistribuer les terres conquises. Donc on envoyait tous vos centurions qui avaient conquis un territoire, ils rentraient et puis ils disaient ben, « et ma part du gâteau ?» On disait ben, « voilà, je te donne un terrain là-bas, tu vas les coloniser. » Et cette idée-là va devenir une idée récurrente de tous les empires, et vous la retrouvez chez les auteurs très modernes. Quand on demande à John Locke, grand défenseur de la propriété privée, mais d'accord, tu as raison, tous les hommes ont le droit de vivre sur Terre, alors comment on fait si certains se sont appropriés toute la Terre? Les autres, comment ils vont faire pour vivre? Ben Locke, il dit c'est très simple, il faut aller ailleurs. Parce qu'ailleurs, c'est vide. Ailleurs, c'est l'Amérique. Et Hegel a la même idée. Hegel est confronté à ce problème parce que lui voit les choses beaucoup plus clairement que Locke. Il voit très clairement que le développement du capitalisme engendre la misère et il ne voit pas d'autre solution que l'extension de la colonisation. Voilà. Donc la colonisation, elle est aussi un sous-produit de la société libérale moderne. Il y a un autre aspect qu'on peut signaler. Toutes les grandes invasions barbares, je mets des guillemets à cette expression consacrée, ben en fait, c'est quand même vraiment barbare. Quand vous regardez comment les gens qui étaient envahis par les barbares en question les dépeignent, c'est absolument terrorisant. Toutes ces grandes invasions barbares sont le fait de peuples pauvres, mais combatifs, qui font des razzias sur les riches royaumes pacifiques à côté desquels ils vivent. Par exemple, les Mongols attaquent l'Empire chinois. Et les écrivains chinois décrivent ces Mongols comme d'horribles barbares qui n'ont aucune culture, aucune bonne manière, et qui ne savent faire qu'une chose, c'est piller. Les barbares germaniques face à l'Empire romain, c'est une affaire que nous connaissons bien. Les barbares arabes face à l'Empire romain d'Orient. Et ce qui est très curieux, c'est que quel que soit le pays et presque quelle que soit la date, on a les mêmes descriptions. Les mêmes descriptions et la même terreur de ces populations assagies, policées par les lois, face à ces gens qui déboulent et qui vont les envahir. Voilà. Alors, ces invasions, elles supposent tout de même la pérennité d'une classe exploitée et d'une classe qui ne puisse pas se révolter. Et pourtant, cette classe va se révolter. Je vais tout simplement donner quelques listes des grandes révoltes d'esclaves. À Rome,
501, les esclaves occupent le Capitole. Bon, ils sont vite mis au pas et ils sont crucifiés pour leur apprendre les bonnes manières. 139 à 132, première grande guerre servile de Sicile, sous la conduite d'un Syrien, c'est encore un esclave que les Romains étaient allés capturer, Énéus. Les insurgés battent successivement 4 préteurs romains et forment un État en Sicile sur le modèle des monarchies hellénistiques. Bon, puis finalement, ils vont être écrasés par l'armée romaine. Les Romains sont têtus, quoi. C'est quelque chose dans leur... C'est des guerriers, hein. Ils peuvent être défaits, mais quand Hannibal les a battus au lac Trasimène, il y a des dizaines de milliers de soldats romains qui sont morts dans la journée, hein, pas à la mitrailleuse, avec des épées et des haches autour du lac Trasimène. Bon, et Hannibal est descendu jusqu'à Capou, ce qui lui a été fatal, et les Romains se sont relevés. Ça, quand on regarde cette histoire militaire des Romains, il y a quelque chose d'un peu fascinant. En tous les cas, avec leurs esclaves, c'est pareil, ils ont été impitoyables. 104 à 100, deuxième guerre civile dirigée par Salvius Piaténion, qui organise à leur tour un royaume avant d'être battu. Voilà. 73 avant Jésus-Christ, évasion d'esclaves gaulois et thraces. Ouais. À partir d'une école de gladiateurs de Capoue. Alors, les gladiateurs, c'était l'aristocratie des esclaves, si j'ose dire. Ils étaient payés, eux, ils pouvaient vivre bien, parce qu'on les entretenait, hein, c'était comme les joueurs de foot aujourd'hui, quoi, c'est un peu pareil. Ils sont les nouveaux gladiateurs. Bon, mais ils se révoltent. Ils se réfugient d'abord au pied du Vésuve, et puis, conduits par le Spartacus, que connaissent bien tous ceux qui connaissent le film de Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas, un film culte, évidemment, bon, pour les vieux comme moi. Bon, et puis ils vont battre les Romains, hein. Et la majeure partie des esclaves de l'Italie du Sud vont se soulever avec eux. Et puis l'année d'après, Spartacus emmène une partie de ses insurgés dans le nord de l'Italie parce qu'ils espèrent retourner dans leur pays d'origine. Ces esclaves, ils n'ont aucune envie de renverser le régime, c'est ça qui est intéressant. Au fond, ils n'ont pas de solution de rechange. Leur seule solution, c'est de retourner d'où ils viennent, là où on les a capturés. Donc il va... Et puis, un autre esclave, Crixus, va rester dans le sud, et puis lui, il est battu par les Romains, et donc Spartacus essaie de le redescendre dans le sud. Ils essaient de passer en Sicile, et finalement, c'est Crassus qui les bloque, et l'armée des esclaves est définitivement battue en Lucanie par Crassus. Spartacus meurt au combat, et 6000 survivants sont crucifiés, hein, le long des 200 km de la route qui conduit de Rome à Capoue. Et Pompée, qui arrive en Espagne, lui, défait les derniers contingents de fuyards et réclame sa part de la victoire, ce qui fait qu'en 70, Pompée et Crassus deviennent consuls tous les deux. Alors on trouve d'autres révoltes d'esclaves dans l'histoire romaine, j'ai parlé un peu de celle de Spartacus, parce que vous ne pouvez pas l'éviter. Alors, la lutte de classe à Rome, ça ne se résume pas aux révoltes d'esclaves, hein. Derrière toutes les guerres intestines à Rome, on trouve des affrontements entre l'aristocratie, non pas les esclaves, mais la plèbe. Et si vous regardez comment les batailles politiques qui aboutissent d'ailleurs régulièrement à l'instauration de régimes tyranniques avant d'en revenir au régime républicain, eh bien, toutes, elles reposent sur cet affrontement entre la plèbe et l'aristocratie, avec une question qui revient de façon lancinante, qui est la question agraire. Voilà. Les invasions barbares qui vont suivre qui vont précipiter la chute de l'Empire romain, puis prendre la suite, elles vont être un nouvel asservissement, cette fois, des Romains et des Gallo-Romains, par des castes guerrières franques, c'est-à-dire germaniques, qui sont devenus, et qui ne sont pas simplement des barbares qui arrivent tout droit de leur forêt, qui sont installés déjà depuis un bon moment, à l'intérieur même dans l'Empire romain, pour une bonne partie d'entre eux. C'est les Romains, il y a une frontière tellement grande à garder qu'ils étaient obligés de faire appel à toutes sortes de locaux pour les engager dans l'armée. Quand vous avez un empereur qui s'appelle Germanicus, c'est tout simplement parce que c'est un Germain. Dans tous les cas, eh bien, on va voir là un renversement de l'ordre social romain qui s'est décomposé. Hein. Ça mériterait de long développement, pourquoi le système esclavagiste s'est décomposé. Et puis, cette nouvelle caste guerrière va asservir les populations locales et va instaurer le féodalisme. Alors, deuxième partie de notre histoire, hein, sous le féodalisme, la lutte de classe continue.
Alors, on a un aspect de cette lutte de classe qui oppose des